Cette fois-ci, nous commençons dans une cuisine, ce qui est peut-être un lieu bien étrange pour parler des espaces infinis. Ou au contraire, n'est-ce pas un lieu étrange? Et peut-être que dans un monde auquel tout ressemble à tout, les circonvolutions des étoiles ne ressemblent pas mal aux involutions des entrailles humaines. Tout ça est en somme fait de cette même matière que nous connaissons encore si mal. Et maintenant, je vais avoir recours à votre imagination ou à vos souvenirs et vous demander de vous rappeler des images que vous avez vues projetées par les explorations interspatiales durant ces dernières, mettons, 10 années. Nous commençons à voir à peu près à quoi ressemble la Terre. La Terre flotte dans l'espace et elle n'est pas, comme on l'imaginait au Moyen-Âge, comme tout le monde chrétien l'a cru, au centre de l'univers. Il y a ce beau texte d'un philosophe italien du Moyen-Âge, Pic de la Mirandole, s'adressant à l'homme et lui disant « Dieu t'a mis au centre des choses pour que tu puisses davantage comprendre les choses ». C'est admirablement beau, mais ce n'est pas vrai littéralement. L'homme n'est pas au centre de l'univers, sauf dans cette acception du mot où l'on peut dire que le centre est partout, que chaque homme est un centre. Nous sommes donc sur une planète qui dépend du soleil pour vivre, à tel point que de toutes les religions possibles et imaginables, le culte du soleil était encore celui qui, en quelque sorte, sautait le plus aux yeux, puisque nous disparaîtrions en quelques secondes si le soleil n'existait pas. Dans les temps anciens, autrefois, nous pouvions imaginer, même il y a seulement encore 100 ans, nous pouvions imaginer que ce bonheur qui est le nôtre, d'exister sur une planète vivable et habitable, n'était pas tellement unique, qu'il y avait enfin, pas mal d'autres créatures qui pouvaient peut-être en profiter comme nous sur d'autres planètes. Maintenant, nous savons que ce n'est pas vrai. Nous savons, par exemple, que la Lune, qui était imaginée comme une espèce d'endroit enchanté, où les Égyptiens, les Japonais et les Chinois mettaient la grenouille qui joue des flûtes d'or du clair de lune, et où le Moyen-Âge mettait Caïn avec son fardeau sur les épaules, n'est en réalité qu'un endroit sans air et sans eau, où nous ne pouvons pas vivre une minute sans équipement compliqué. Et à tel point que les astrologues du Moyen-Âge qui étudiaient à travers leur très faible télescope la Lune, c'était plutôt les astrologues de la Renaissance, avaient donné des noms ravissants à ces différentes parties de la Lune, par exemple la mer de la fertilité. Or, la mer de la fertilité est un désert de poussière dans lequel il n'y a rien, il n'y a pas même une goutte d'eau ou une bouffée d'air. Et quand Mishima, qui est un écrivain que j'ai particulièrement étudié, a écrit sa grande quadrilogie sur le monde moderne, il l'a appelée ironiquement la mer de la fertilité, c'est-à-dire un endroit excessivement stérile. Quant à Saturne, c'est excessivement beau de voir se rouler et se dérouler les anneaux de Saturne en photographie, mais ce sont des mondes, on peut dire, situés dans le chaos et dans la nuit. Par conséquent, toutes ces rêveries de l'homme pouvant exister sur d'autres planètes est un mythe. Nous n'existerions que complètement reliés à la Terre, non seulement par nos corps, mais par notre technologie, dans un monde qui nous est complètement hostile. Quant aux autres univers, comme il y en a des millions, nous pouvons postuler qu'il y a des endroits agréables, par-ci, par-là, et même des endroits où nous pourrions vivre, mais ils sont séparés de nous par des années de lumière, c'est-à-dire par quelque chose que notre imagination ne conçoit pas. Et c'est même très malheureux que notre imagination ne soit pas capable de le concevoir, parce que nous jonglons avec les années de lumière, comme nous jonglons avec les espaces infinis, en nous imaginant que ce serait très possible d'y arriver demain. Et ne voyons pas à quel point tout ça est éloigné de notre vie très brève et des conditions, en somme, très limitées dans lesquelles, climatiquement, nous sommes habitués à vivre. Et que même s'il y a une réussite par hasard, sportive et scientifique, qui permettrait d'y accéder, tout ça représente une espèce d'effort suicidal comparé à la véritable vie humaine, véritablement située dans un milieu qui lui est propre. Et très souvent, je me suis même demandé si cette passion des hommes pour se ruiner, pour dépenser des fortunes, des millions et des billions
dont nous avons besoin sur la Terre pour tout assainir, pour tout embellir, pour rendre la vie humaine et la vie en général plus facile, et que nous explosons en fumée, ne ressemble pas beaucoup à cette chose dont on s'est tellement plaint il y a 50 ou 60 ans, quand on était très anticlérical, et qu'on disait que oui, enfin les prêtres égyptiens ou les prêtres du Moyen-Âge ont dépensé tout l'argent des populations à construire d'immenses cathédrales qui ne servaient à personne. Maintenant, une des choses les plus frappantes, c'est la mésuse que l'homme jusqu'ici a fait, d'abord innocemment, et puis moins innocemment, de la Terre. Là, rappelez-vous toujours qu'on nous dit qu'il y a eu un moment où un écureuil pouvait traverser du Canada à l'Amérique centrale, l'espace de l'Amérique du Nord, sans poser ses petites pattes par terre. L'immensité, les immenses forêts d'arbres, qui ont été détruites très souvent parfaitement inutilement par les premiers colons, qui s'imaginaient qu'ils avaient devant eux de la terre arable, de la terre qui leur serait utile à se nourrir. En réalité, ce sol de la forêt n'était pas productif. Mais ils l'ont su trop tard et ils n'ont pas su s'arranger autrement. À l'époque où Christophe Colomb a voyagé pour la première fois dans l'archipel Caraïbe, qu'il avait appelé les jardins de la Reine, tellement c'était beau. Il parle des fruits sauvages, il parle des parfums qui vraiment grisaient les équipages en se promenant d'une île à l'autre. Je me suis promené dans l'archipel Caraïbe l'an dernier, j'ai surtout vu des condominiums. Et là, de nouveau, nous avons effroyablement gâté la nature. Sur les bords du Honduras et du Guatemala, nous sommes en train de détruire la forêt tropicale avec des résultats désastreux pour le climat. Et nous le savons, nos hommes de science le savent, il y a longtemps qu'ils l'ont su, mais les producteurs ne le savent pas encore, ou ne veulent pas le savoir. J'ai ici dans ma bibliothèque un livre que je garde précieusement, qui était un atlas du monde, fait par Hachette en 1902, donc bien avant notre naissance à tous. Et cet atlas finit par une espèce de postface du grand géographe de l'Institut qui avait été chargé de publier ce livre, disant « Je suis excessivement inquiet, la manière dont on détruit les forêts, la manière dont on détourne le cours des fleuves, la manière dont on encombre des endroits qui ne sont pas faits pour porter tant d'humanité par une population beaucoup trop grande, va détruire nos ressources et changer les conditions climatiques du globe. » On s'aperçoit que cette mésuse de la terre par l'homme ne date pas d'hier. L'homme a toujours utilisé ses moyens, grands ou petits, pour faire très souvent le vide autour de lui. Les grandes civilisations, comme celle du Mohenjo-Daro, qui a précédé celle de l'Inde, comme celle de la Babylonie, ont laissé derrière elles des déserts. Il y avait d'immenses agglomérations urbaines, il y avait toute espèce de confort que nous considérons comme moderne. Il y avait une grande population vivant dans des conditions d'agglomération très touffues et probablement de grands échanges entre un type de population et l'autre, mais de commerce, etc., des lois compliquées, mais que tout ça s'est effondré et a laissé quelques hameaux misérables dans des déserts sans eau. Qu'on avait abusé des ressources, comme toujours détruit les forêts, etc., pour construire les grands monuments. Et que la revanche de la nature est arrivée relativement assez vite, peut-être assez lentement en termes humains, mais très rapidement en termes planétaires. La même chose pour un pays que nous connaissons beaucoup plus dans le détail, la Grèce. Nous pensons à la Grèce comme un pays excessivement beau, mais très sec, du moins dans l'Attique, le Péloponnèse, etc., sauf dans la haute montagne et encore. Eh bien, Platon raconte que dans sa jeunesse, l'Attique était encore boisée, très boisée même. Et c'est la même impression qu'on a en lisant les poètes grecs du VIe siècle. Ils parlent beaucoup de cours d'eau, beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'arbres, etc. Ça a l'air enchanteur. Et Platon explique que sa jeunesse a coïncidé avec la grande période, je simplifie un peu, la grande période impériale d'Athènes, l'époque où Athènes était le centre d'une confédération qui s'étendait à toute une partie de la Méditerranée, et où par conséquent on avait des bateaux de guerre
en très grand nombre, et on a coupé les arbres pour les mâts et pour les quilles des bateaux de guerre. Aussitôt, les cours d'eau sont rentrés sous terre ou sont devenus des torrents, et l'Attique telle que nous la connaissons a commencé d'exister. C'est une œuvre humaine. C'est le résultat des expéditions d'Alcibiade en Sicile et de la lutte contre les cités confédérées qu'il fallait sans cesse reconquérir et obliger à payer l'impôt, etc. Et des 30 ans dévastateurs de la guerre du Péloponnèse. Et la même situation s'est produite dans un très grand nombre de pays. On peut dire que toute civilisation poussée à l'excès apporte avec elle sa némésis, qui est la destruction des lieux, ou sinon du lieu lui-même, des lieux environnants. Par exemple, Venise, qui est en train de mourir maintenant des effets de notre pollution industrielle, a été construite sur des forêts submergées, les forêts de la Dalmatie, de la côte dalmate, qui sont devenus un endroit excessivement sec et d'un climat, d'une température excessivement instable. Mais Venise est construite sur les anciennes forêts de Raguse et des différentes côtes dalmates. Vous voyez donc que la tendance n'est pas nouvelle. Seulement, évidemment, il y a eu accélération à notre époque, et depuis, peut-on dire, environ 200 ans. Mais à partir de la fin du XVIIIe, l'Angleterre a procédé à l'industrie en gros du charbon, et c'est le moment aussi où, par une réaction normale, a commencé la poésie romantique, protestant en faveur de la nature, en faveur du paysage naturel, en faveur de la vie simple, contre les grandes agglomérations industrielles qui étaient en train de se créer. Et c'est arrivé un peu plus tard en France, probablement surtout du fait qu'on a eu autre chose à penser à l'époque de la Révolution, ce qui fait qu'il faut placer ça plutôt vers le début du 19e en France. Mais les mêmes réactions, la même réaction romantique s'est produite, protestant naturellement dans le désert, et on peut dire même que Baudelaire, qui vient un peu après cette génération-là, est le premier grand poète français de la misère et de la sordidité des grandes villes. Et toute cette situation, avec tout ce qu'elle a entraîné aussi de protestations, parfaitement justes d'ailleurs, tout au moins au départ, sociales, contre la condition ouvrière, contre l'abus de la condition ouvrière, a commencé à la suite de cette révolution industrielle. Et chose dont on parle moins, mais qui me paraît souvent presque aussi importante, c'est le moment aussi où l'homme a cessé de jouir de son travail personnel. Et il est devenu de plus en plus l'esclave d'un travail en équipe. Le paysan du Moyen-Âge, le paysan jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, qui fabriquait son propre berceau pour ses enfants, son propre lit, les femmes qui faisaient leurs propres conserves, leurs propres confitures, etc., leur propre cuisine, qui tuaient même leurs propres animaux au lieu de les tuer industriellement, vivaient dans un milieu où par la force des choses, on conservait beaucoup plus parce que tout était infiniment précieux et où on jouissait, comme d'un chef-d'œuvre, du petit travail qu'on avait accompli. On était très fiers d'avoir construit un lit ou un berceau ou une table. Il y avait un élément, si dur que soit la vie, et je ne cache pas du tout le fait que la vie humaine a toujours été très dure, il y avait tout de même un élément de satisfaction personnelle dans ce qu'on produisait. Tandis qu'à notre époque, la satisfaction personnelle est venue d'aller dépenser de l'argent dans un grand magasin pour acheter quelque chose dont on ne sait pas par comment c'est fait, par qui ça a été fait, et quelles sont les conditions économiques de misère ou même d'existence très malsaine dans lesquelles ça a été fait par l'ouvrier qui les a fabriqués. Je lisais par exemple la semaine dernière des réflexions au sujet d'une fabrique, la fabrique d'eau américaine, Dow, qui produit énormément d'objets manufacturés dans le genre des grandes feuilles d'aluminium et de papier d'argent, etc., et qui a été, pendant la guerre de Vietnam, l'une de celles qui ont produit des herbicides et du napalm, et qui maintenant ne fait plus ça pour le moment, ou du moins pas publiquement, mais dont les ouvriers sont terriblement sujets au cancer à cause des éléments cancérogènes qu'ils manient. Il est extrêmement difficile à quelqu'un qui va acheter un coussin en vinyle de savoir que les ouvriers qui sont en train de le faire vont souffrir probablement d'une maladie des poumons.
L'homme du Moyen Âge était très souvent dans des états de santé, de fatigue, etc. Également, parfaitement regrettable, on s'en aperçoit par exemple quand on écoute la vieille ballade du XVe siècle, le pauvre laboureur. Qu'il neige, qu'il tonne, qu'il vente, qu'il fasse mauvais temps, toujours on voit sans trêve le laboureur au champ. Il n'y a ni roi, ni prince, ni duc, ni seigneur qui ne vivent de la peine du pauvre laboureur. Donc vous voyez que la protestation sociale et les mauvaises conditions ne sont pas d'aujourd'hui, il faut toujours rappeler ça, sans ça on a l'air d'être un idylliste du temps passé. Ce n'est pas vrai, mais il est vrai néanmoins que ces gens-là qui vivaient si mal dans les temps difficiles, quand la fête du village arrivait, construisaient leur propre décor de fête, déroulaient les propres bannières qu'ils avaient tissées eux-mêmes, sortaient leurs propres petits violons et leurs propres petites guitares, et dansaient et se donnaient à eux-mêmes une fête dans leur village, comme je le vois encore faire quelquefois quand on va du côté du Maroc, de tous ces pays-là, au lieu de regarder la télévision pour regarder d'autres qui tâchent de les intéresser et de les amuser, tandis qu'eux seraient bien incapables de le faire. Il y avait donc ce contact direct, souvent malheureux hélas, mais toujours direct entre l'homme et la nature. Et je me souviens toujours, parce que ce sont toujours ces petites choses personnelles qui frappent et qui font penser aux choses pour la première fois, que lorsque je passais un hiver dans la Provence noire, c'est-à-dire du côté de Fayence, en France, du côté de Draguignan, j'avais fait la connaissance d'un ancien matelot devenu antiquaire, qui allait acheter des choses dans les fermes, etc., pour les revendre. Quelquefois, c'était simplement des étoffes rayées de vieux jupons de paysannes, faites sur place. Et qui m'a dit un jour, en me montrant ça, ou en me montrant une assiette, ou je ne sais quoi qu'il avait découvert, c'est tout de même extraordinaire, hein. On pourrait presque mettre une date, pas seulement un millésime, mais enfin même une date tout à fait exacte et précise, pour le moment où les gens, enfin, sauf quelques artistes, ont commencé à manquer de goût. Jusqu'en 1830, presque tout ce qu'on trouve fait dans les villages est merveilleusement beau. C'est une œuvre d'art. Après ça, ça devient des choses qu'ils ont achetées à des colporteurs qui travaillaient pour des fabricants et le goût avait disparu. On est toujours pris de court quand on doit parler de ce sujet parce qu'on devrait s'entourer de piles de rapports pour avoir les chiffres exacts, les détails exacts et que bien entendu on ne les a pas sous la main. Mais il reste l'effet très simple que grâce à l'accélération des techniques, je ne dis pas de la science c'est une autre affaire, mais des techniques qui sont devenues en quelque sorte les parasites de la science, nous avons de plus en plus accéléré le mouvement d'usure. Que, par exemple, on a constaté qu'un Américain ou un Européen marchant sur la terre autour de sa maison, se promenant enfin dans son environnement propre, détruit environ, je n'ai pas les chiffres sous la main, mais presque une trentaine ou peut-être une cinquantaine de fois plus la terre qu'un paysan africain ou qu'un hindou. L'endroit où il habite devient en quelque sorte détruit au point de vue écologique par l'usure, par le tassement de la terre, par l'usage des pesticides, au contraire des fertiliseurs trop puissants, etc. Et il n'est plus récupérable qu'au bout d'une période de temps de plus en plus longue. Et nous avons donc aussi l'immense développement du réseau routier qui a toujours été une forme de civilisation. C'est la gloire des Romains et jusqu'à ces dernières années, ça nous paraissait en effet une de leurs plus grandes gloires. On commence à se demander maintenant si cette création des routes qui était presque toujours à des usages militaires finalement, pour faire passer les tanks de l'époque, c'est-à-dire les chars armés, n'a pas fait du tort à la vieille construction des pistes et des sentiers celtiques et germains, qui d'une façon plus logique utilisaient la topographie de la Terre. Et maintenant, notre usure s'étend non seulement à la Terre, mais à l'air, que nous détruisons par l'aérosol, par les fumées, par la pollution, au point que les photographies nous montrent, par exemple, que les profils des montagnes étaient infiniment plus clairs il y a 20 ans qu'ils ne sont aujourd'hui, parce que buée s'interpose entre les lointains et nous. Nous détruisons l'eau par la pollution que nous envoyons à l'eau
en partant des rivières et en partant des rivages, et maintenant par, par les efforts pour trouver du pétrole sous-marin, et par conséquent pour utiliser industriellement la mer, des grands événements technologiques qui ont été célébrés comme glorieux il y a déjà une dizaine d'années, c'est tout de même très court, maintenant font réfléchir et hocher la tête à tout le monde, comme par exemple le barrage du Nil. La Nubie changée en un lac brusquement du jour au lendemain, on s'est dit, mon Dieu, quelle joie, on va avoir beaucoup d'eau, etc. Mais la production en poissons de la Méditerranée orientale a été réduite de près de 100% par les conditions différentes du Nil. Et certaines maladies auxquelles on ne s'attendait pas se sont immédiatement produites à cause de la façon différente, du drainage différent de la rivière et des conditions climatiques différentes créées au bord de l'eau. Ça, on peut lire ça dans les ouvrages techniques, c'est excessivement frappant. Et maintenant, tout le monde le sait, au point que nous le trouvons même dans les guides de voyage. À cette époque-là, personne, évidemment, n'y a pensé. Et nous sommes donc en présence de difficultés qui, quand on y réfléchit, sont très simples. Elles sont toujours produites par l'ambition, c'est-à-dire le désir d'un pays de s'élever au-dessus de ses voisins, le désir d'obtenir et d'entasser un plus grand matériel militaire, et en augmentant le potentiel industriel, non pas pour le bonheur des hommes, mais pour la gloire d'une idéologie quelconque, comme à l'époque où Mao faisait écrire sur les murs de Pékin « Tuez les oiseaux », croyant qu'on récupérait comme ça un peu de grain pour la population maoïste, mais ne se rendant pas compte qu'il détruisait les cultures. On en est revenu, mais comme toujours, on en revient un peu plus tard. Et donc, d'un côté, l'ambition, cette espèce de sourde violence qui consiste à vouloir s'élever à tout prix au-dessus de son voisin, et de l'autre, une sorte d'avidité, une sorte de besoin de possession, de besoin de se croire riche, de besoin de se croire en sécurité, alors que personne n'est en sécurité. Et l'erreur et la folie sur ce point de vue continue, parce que les gens manquent d'imagination. Dans l'île de Mont-Désert, ici, à environ un demi-kilomètre, se trouve un monsieur très riche, que naturellement je ne nommerai pas, qui est tellement riche qu'il fait venir ses repas tout préparés de Paris en avion. Je suis sûr qu'ils sont détestables quand on les a réchauffés, mais enfin, ça fait du prestige. Et ce monsieur possède une cave atomique sous sa maison, dans une petite colline artificielle qu'il a fait créer, et cette cave a plusieurs étages avec des séries d'imperméables en plastique qu'on peut passer pour laisser tomber l'un après l'autre, pour se débarrasser des poussières qui auraient pu tomber sur vous, et une provision de conserve, on mangera très mal dans sa cave atomique, une provision de conserve qu'il est forcé de renouveler tous les ans ou tous les 2 ans, parce que les conserves elles-mêmes deviendraient un peu frelatées. Et il s'imagine évidemment sortant de ces agréables conditions et mettant la tête dehors pour voir quoi? Un monde dévasté. Ça ne me paraît pas très intelligent. Alors, en présence de ces visions un petit peu apocalyptiques, il m'est souvent arrivé de penser à un monde tel qu'on aimerait y vivre. Et cela est si éloigné des conditions courantes de notre époque que j'ai l'impression qu'une pareille réflexion est souvent presque scandaleuse. Car remarquez que nous sommes tous censurés. Dans la Chine de Mao, il n'était pas question de trouver que le petit livre rouge n'était pas une œuvre de génie. Maintenant, les gens qui reviennent de Chine m'assurent qu'on ne trouve plus nulle part le petit livre rouge, on a dû le jeter dans le fleuve jaune. En Russie, il n'est pas question de dire du mal de la bureaucratie, et j'avoue qu'en France non plus, ça ne s'est pas toujours très bien vu. Et quand on dit du mal des établissements industriels aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui se fâchent, hein, et un peu partout, d'ailleurs en France aussi. Enfin, en général, beaucoup plus que nous ne croyons, nous sommes censurés par notre époque. Nous nous croyons libres parce que nous disons du mal des idéologies d'une autre époque, mais devant les idéologies sincères ou artificielles de la nôtre, nous sommes excessivement timides. Et un jour, je me suis amusé à imaginer un monde où il serait agréable de vivre, et le voilà. Et j'ai l'impression que un tel monde va paraître à beaucoup de gens un peu scandaleux. Je souhaiterais vivre dans un monde sans bruit artificiel et inutile. Ça, c'est déjà... Quel programme! Sans vitesse, et où la notion de même de vitesse serait méprisée ou détestée,
les transports rapides étant réservés aux membres des professions indispensables ou à certains cas graves. On se dirait, mon Dieu, voilà une automobile qui emporte quelqu'un à une grande vitesse, le pauvre homme doit être mourant. Un monde sans effusion de sang humain ou animal et où tout meurtre serait considéré comme un crime répugnant, entraînant des purifications morales. L'homme taché de sang, automatiquement écarté comme sale et insensé. Un monde où la sexualité sous toutes ses formes serait tenue pour sacrée, quoique nécessairement pas située au plus haut degré du sacré. Un monde où il serait honteux et illégal, ce qui va faire sursauter beaucoup de monde, d'avoir plus de 3 enfants. Mais où je crois que nous allons être amenés par la force des choses, par la concentration des choses, et où certains pays sont déjà. Un monde où la population du globe, par des pratiques raisonnables, serait ramenée et se maintiendrait au-dessous du milliard d'habitants. Un monde où les deux notions de volupté et de chasteté seraient situées infiniment plus haut qu'elles ne le sont aujourd'hui. Un monde qui aurait à peu près éliminé la jalousie. Un monde sans plaisanterie, sans réticence hypocrite, sans sotte exaltation autour de l'amour ou ce qui passe communément comme tel. Un monde où la mode ne consisterait qu'en imperceptibles nuances lentement changées, ce qui d'ailleurs est le cas de toutes les grandes civilisations, comme la Chine ou le Japon ancien. Un monde où une femme trop visiblement bien habillée ferait sourire. Un monde où les plus pauvres auraient accès à de bons vêtements, à des vêtements commodes et aux couleurs et aux lignes harmonieuses. Pas de colorants chimiques instables et laids. Un monde où jeter un plat usé, un vêtement usé, un plat ébréché, serait un geste accompli seulement avec hésitation et regret. Un monde qui placerait très haut l'idée de renouveau et très bas l'idée de nouveauté. Un monde sans musique diffusée, mais qui nous rendrait à tous la liberté de la parole et la liberté du chant.